2024, on ne peut pas être un diplômé sans emploi. Un diplômé sans emploi, c'est un paresseux. Après l'obtention de mon bac, mon rêve était d'être professeur de lettres modernes. Mon rêve, il est mort à partir du moment où j'ai échoué à... Il y a eu beaucoup de naïveté de ma part. Si j'avais été suivi par un mentor, je pense que je ne serais pas à ce stade-là. Tu peux faire n'importe quelle filière et te retrouver n'importe où. Moi, je peux faire les lettres modernes et puis vouloir être médecin. Et je peux être médecin et puis vouloir être photographe. Quand on ne veut pas être diplômé sans emploi, il y a des choses qui sont simples à faire. Si tu regardes dans ton environnement avec tes camarades qui disent que non, la vie est dure, la vie est chère, oui, la vie est chère, mais il y a des gens qui démissionnent 5 fois dans l'année. Salam, bienvenue dans Wake Up Champ. Aujourd'hui, je reçois le père. Bonsoir Eric. Salut, comment tu vas? Je vais très bien, toi-même? Super, ça va bien. Alors, Yannick, je pense que beaucoup de personnes te connaissent le travail que tu fais. Ta réputation n'est plus à présenter, elle te précède. Si. On doit toujours me présenter. En tout cas, bon, ok. Si tu dois te présenter, toi, tu dirais quoi? Je suis Yannick Boka, formateur et consultant en communication digitale et social media marketing, créateur de contenu cinéma et père de 3 enfants, époux d'une très belle femme, voilà. La précision est de taille. Ouais, c'est une présentation très succincte, ça résume bien qui tu es, ce que tu fais. Mais quand je dis que ta réputation te précède et que tu n'es plus à présenter, c'est vrai, beaucoup de personnes le savent. Aujourd'hui, tu as un parcours admirable, tu as une belle carrière, tu es d'une générosité qui ne dit pas son nom avec le travail que tu fais, les partages que tu fais, les formations. Franchement, c'est l'occasion pour moi de te le dire. Je pense que je ne te l'ai jamais dit comme ça, mais je te le dis devant caméra. Merci. Moi, je suis ravi d'avoir la possibilité dans mon carnet d'adresse de dire, OK, je peux envoyer un message à Yannick il peut très rapidement m'aider sur ici et ça. Mais pour ce que je sais, c'est que tu n'étais pas prédestiné à... Non, pas du tout. à être là. Pas du tout. J'avais cette forte envie-là de travailler dans le monde de la communication, du marketing. Et au fur et à mesure, cette envie-là a été orientée vers le digital. Mais on va dire, après l'obtention de mon bac, mon rêve était d'être professeur de lettres modernes. Voilà. Ou professeur en lettres, en fait. Voilà. OK. Et donc, tu obtiens ton bac, tu fais des études en lettres modernes, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, je commence à l'université de Bouaké. Oui. Nous étions en pleine crise ivoirienne, donc on était, on va dire, logés ici sur Abidjan. Sur Abidjan. Et puis, après la première année, on m'a proposé Dakar ou Cotonou. D'où ton fameux passage à... Tout à fait. Et je pense que j'ai été très curieux. C'est vraiment la curiosité qui m'a envoyé à Cotonou. Je pense que... En termes de curiosité, c'était quoi? Qu'est-ce que tu te disais de Cotonou avant d'aller à Cotonou? En fait, ce n'est pas moi qui me disais des choses. On entendait et on voyait pas mal de choses concernant la réputation qui précédait également Cotonou. Mais raconte, on a envie de savoir, c'était quoi? Non, en fait, c'est une réputation qui est liée à tout ce qui est culturel, spirituel. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime pas qu'on me raconte des choses. Et puis après, Dakar, pour des amis qui étaient là-bas, ben, on me disait que c'était un peu le train de vie d'Abidjan et que Cotonou, c'était pas mal. J'avais déjà un cousin qui était là-bas. Même un ami avec qui j'avais fait le second cycle, secondaire, qui était sur Cotonou, qui m'avait dit, ouais, c'est pas mal, tu peux venir. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Mais j'étais loin de m'imaginer, en fait, la réalité que j'allais trouver sur les terrains. Bon, c'est vrai, quand on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et quand on s'en rend compte. Mais tu as fait tes années universitaires, tes classes universitaires à Cotonou. Oui, j'ai obtenu ma licence en lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. OK. Et la maîtrise à l'université de Bouaké. Après 3 ans, je suis revenu parce que j'ai postulé pour Campus France. OK. Sur Cotonou. Ben, j'ai été très mal conseillé à l'époque. Je pense que ça n'a pas marché.
Et quand ça n'a pas marché, je me suis dit, bon, vaut mieux revenir puisque j'avais déjà perdu mon père. Ma mère était seule avec mon petit frère. Donc, je me suis dit, bon, en tant que premier fils, autant revenir, prendre mes responsabilités, en fait. Et puis, bon, continuer ce que je voulais faire en France, ici, en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je veux aller direct dans le vif du sujet en me disant, toi, tu as fait des études en lettres modernes. Tu as pu faire un switch ou voilà, une réadaptation pour évoluer aujourd'hui dans le monde de la communication. Mais il y a beaucoup de personnes comme toi qui ont fait des études en lettres modernes, qui ont fait des études en histoire-géographie, qui ont fait... Comment est-ce qu'on arrive à faire ce switch-là? D'accord. En fait, je pense que tout est une question d'objectif. Oui. Cette semaine, j'ai fait un post pour inspirer en fait les étudiants qui viennent d'obtenir le bac, pour leur montrer un peu le chemin à suivre s'ils veulent rejoindre la filière communication, même s'ils ont un background dans une autre filière. J'ai pris l'exemple de 9 cadets qui ont fait l'université de Bouaké. Je peux t'assurer que moi-même, j'ai même pas le même parcours que ces jeunes-là parce que ils ont compris très tôt en fait ce qu'il fallait faire pour intégrer le monde professionnel de la communication. Donc, c'est d'abord une question d'objectif. Quand tu rentres à l'université, c'est vrai que ce que tu veux faire dans 3 ans peut changer avec certaines influences, mais tout compte fait, après la licence ou après le master, il faut déjà savoir ce que tu veux. Je pense que c'est juste une question d'objectif, de volonté. Et je pense que je n'ai pas cessé de te répéter que lorsque j'ai terminé mes 2 années de master de marketing à Pigé que je n'ai pas soutenu, moi, j'avais déjà mon itinéraire puisque je voulais être responsable communication d'une entreprise. Justement, tu parlais d'objectifs et voilà, tu as commencé à sortir les pépites. Tu parlais d'objectifs. Mais quand toi, tu sors d'université, quand tu finis et que tu rentres à Abidjan, c'était quoi ton objectif? Alors, mon objectif, c'était d'évoluer dans la communication. Parce que mon rêve, en fait, d'être professeur en lettres, il est mort à partir du moment où j'ai échoué à Campus France. OK. Parce que je me disais, en fait, qu'en France, ça allait être beaucoup plus facile de suivre, en fait, un tel itinéraire. Parce que dans ma tête, en France, je voulais faire les lettres et en même temps la communication. Mais connaissant les réalités ici en Afrique, je me suis dit, c'est même pas la peine même d'essayer. Parce que ici, le parcours pour atteindre le niveau de professeur, parce qu'en fait, le niveau de professeur, c'est pas rien. Parce que juste en bas, tu as la maîtrise, il faut être maître de conférence. C'est vraiment trop long. Je préfère même t'épargner toute la souffrance et l'itinéraire même qui est souvent récalculé, un peu comme le GPS. Donc, je me suis dit, bon, quand tu arrives à Abidjan, fonce directement dans ce que tu voulais faire dans le marketing et la communication. Donc, j'ai proposé à ma mère de m'inscrire à Pigé parce que c'est Pigé seul qui m'offrait la possibilité de ne pas recommencer, en fait. Parce que les autres écoles me disaient, c'est vrai que tu es rentré avec une licence en lettres modernes de Cotonou, mais il faut que tu refasses la licence dans la filière dans laquelle tu veux étudier. Non, c'est Pigé celui qui me donnait cette possibilité d'aller directement faire 2 ans de master. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, c'était un master en administration et en marketing. C'était un mix. Pourquoi le choix de cette filière-là, justement? Oui, parce que en fait, c'est Pigé qui m'ouvrait les portes. Et la filière qui correspondait le plus à ce que je voulais, c'était d'abord un tronc commun administration marketing et puis arrivé au master 2, chacun prenait sa route en fait. Mais en plus de ça, je pense que à partir de la première année de master, je recherchais beaucoup plus une filière qui allait m'orienter vers le web marketing. J'avais observé qu'il y avait une matière web marketing dans le programme, mais j'étais loin d'imaginer que ça allait seulement que 6 heures en fait. Donc c'était inscrit web marketing. Mais c'est juste 6 heures, donc c'est normal. Mais je pense qu'avec beaucoup de recul, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mais ces 2 années de master-là m'ont été très importantes parce qu'on nous a formés pas comme des futurs salariés, on nous a formés comme des chefs d'entreprise. Parce qu'on a étudié à la fois l'administration, donc la compta, et puis tout ce que ça peut impliquer comme RH, et puis après maintenant le marketing. Donc en fait, c'était vraiment des fondamentaux. Une sorte de profil business. Effectivement. Mais je pense qu'au départ, quand on étudie, souvent on étudie juste pour avoir le diplôme. Mais après des années, on se rend compte que quand tu écoutes un peu tous les entrepreneurs autour de toi, tu te rends compte qu'ils ont des carences
en termes de gestion, en termes d'administration, en termes de finance, en termes de marketing, on va dire marketing stratégique, ben, c'est là que tu te rends compte en fait que ces 2 ans de master-là ont servi réellement à quelque chose. Comment est-ce que tu arrives à garder le cap sur ton souhait de faire le marketing digital, tu vois, tout en n'ayant pas fait ça à l'école de façon très approfondie? À piger, comme j'étudie le marketing et que le marketing des services est quelque chose que je découvre et qui me plaît, je me dis, bon, il faut que je m'oriente vers des services. Ok. Et les premiers services vers qui je m'oriente, ce sont les hôtels. Donc, je vais rencontrer des tenanciers d'hôtels, des gérants, et c'est ce que je te disais. Je consomme le service, donc je vais à Sini, je vais à Bassam, je vais à la baie des milliardaires. Ne me demandez pas comment je fais pour gagner mon argent parce que c'est pas compliqué puisque tu es infographiste en freelance. Quand tu es dans un bon réseau, tout de suite, on t'envoie pas mal de choses. Et puis, je te disais que j'ai commencé en tant qu'infographiste pour des fêtes, pas de funérailles. Ça, il faut qu'on décortique ça. À un moment de ta carrière, tu étais infographiste pour faire part. Tout à fait. Pourquoi ce choix d'abord? Oui, parce que, bon, alors, je me suis rendu compte que cette niche était vide, en fait. Voilà. Ouais. La niche était vide. Avec des demandes, mais pas d'offres. Tout à fait. En fait, j'ai saisi une opportunité. Je suis dans un quartier, je me rends compte que à chaque fois qu'on doit imprimer ce genre de faire-part là, c'est compliqué, on cherche qui va faire. Bon, voilà. C'est une opportunité. et ça me permettait d'avoir de l'argent pour financer ce que je voulais faire, c'est-à-dire aller rencontrer des hôteliers. Oui. Ce n'était pas donné à l'époque pour un jeune comme moi. Je suis revenu de Cotonou quand j'avais 23 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ma mère, elle a bossé à la CIE. Ce n'était pas forcément une directrice, c'était voilà, juste une jeune cadre qui me donnait mon argent de poche. Oui. Mais avec mon argent de poche, ben, il faut payer le bus, il faut se gérer parce que là, on considère que tu es revenu de Cotonou, tu es un grand garçon maintenant, tu vois. Donc, voilà, il faut trouver les sous pour aller vers des hôtels qui pouvaient te permettre en fait d'avoir cette expérience-là. Est-ce que tu dirais que le fait d'être parti à Cotonou, c'est pas Cotonou spécifiquement le truc, mais le fait d'être parti un peu en aventure, on va dire, parce que c'est un peu ça. Tu n'étais plus avec ta famille et tout. Tu devrais plus ou moins te gérer, même si les parents, la maman en l'occurrence, voilà, t'envoyait des sous. Est-ce que tu estimes que ça a contribué à donner un truc là à ton mindset? À 200%. En quoi spécifiquement? Je pense que je bénis toujours ma mère. Ah oui. Tu sais, l'expérience de Cotonou, ce n'était pas en fait une expérience en ville. Parce que tu sais de quoi je parle. Tu vois, et la vie estudiantine à l'université d'Abomey-Calavi, elle est très difficile. Je pense que chaque étudiant peut raconter son expérience, mais pour des personnes qui ont étudié à l'université d'Abomey-Calavi, à l'époque, je ne sais pas si les choses ont changé, mais l'université, en fait tout pour te rendre la vie compliquée. Ouais. C'est-à-dire, même pour des choses qui sont assez simples, même pour des choses qui sont assez simples, l'université d'Abomey-Calavi a là... Est-ce que c'est l'université d'Abomey-Calavi spécifiquement ou c'est l'université en général? Bon, alors, je pense que c'est tout l'environnement, en fait, universitaire de manière générale. Et puis après, comme tu l'as dit, tu arrives dans un pays étranger. C'est vrai, j'ai eu cette chance-là d'avoir une de mes tatas sur Cotonou, mais pour des personnes qui vont nous suivre, Calavi, ma tata était à Fidjosé. Non, à Papa, pardon. Ouais. Donc, à l'opposé. À l'opposé. Donc, je me suis dit, bon, c'est mieux que je reste moi-même dans mon coin pour me gérer. Mais après, tu as un budget que tu dois gérer à 19 ans pour payer tes factures, pour payer le loyer, pour t'habiller, pour te faire plaisir. Mais à peine, quoi. Ouais. Parce que à peine tu es allé à Misebo, tu as fini d'acheter ce que tu dois acheter. Ben, ce qui te reste, il faut que tu apprennes à le gérer. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez bénéfique. Ça m'a permis de me surpasser, d'être assez humble, d'être moins... je cherche la bonne espèce, moins immature. Le fait même de déceler des opportunités au fur et à mesure, très rapidement, de te dire, ouais, voilà ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas encore le faire, mais voilà par où je dois passer.
Donc, il y a ce bagage de Cotonou, ton expérience de Cotonou qui t'emmène sur ce chemin-là. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu savais exactement où toi, tu voulais aller. Oui, en fait, quand je suis revenu de Cotonou, je me suis dit, avec tout ce que j'ai vu à Abidjan, je me suis dit en fait que j'étais loin de la réalité. Parce que le fait de venir en vacances, repartir à Cotonou, j'étais en fait dans la peau de l'étudiant qui suit le parcours normal. Tu vas partir en France, tu vas faire des études, maman va t'envoyer un peu d'argent. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais j'étais dans un parcours assez lisse, tu vois. Donc, quand ça n'a pas marché, que je suis revenu vraiment dans la réalité. Avec la crise post-électorale, avec tout ce que ça suit. Parce que, pour la petite histoire, tellement j'étais, je cherche la bonne expression, j'étais motivé à aller vite. Pendant que j'étais à Pigé en master, j'étais inscrit également en maîtrise à l'université. Donc, le matin, quand je finis mes cours, le soir, je suis à Pigé. Et je faisais ça comme ça, du lundi au dimanche. Parce que j'avais cette rage-là. Je me suis dit, non. Je pense que il y a vraiment quelque chose qui me manque. Et je pense que le fait que le concours de Campus France n'ait pas marché, je pense que ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Si ça marchait, oui, je ne sais pas. Après, les gens me disent, non, tu as l'air de quelqu'un de très intelligent. Bon, peut-être que c'est dos au mur que j'ai. Oui, moi, je crois fermement que c'est vrai. Ce serait très simple de raconter l'histoire par la fin. De se dire, ouais, si ça avait marché, ce serait, oui, c'est si, avec des si, on referait le monde. Mais je crois fermement aussi que c'est quand on a le plus le dos au mur que notre capacité de nous surpasser est la plus élevée, en fait. Tout à fait. Tu vois, tu me posais la question de savoir à quel moment tu t'es dit que tu vas suivre ton itinéraire. Quand j'ai mis mes pieds ici à Abidjan, je suis revenu de Cotonou et je pense que le fait de revenir sur Abidjan a été un peu difficile parce que je pense que c'était pas dans les plans. Non. Après, quand ça n'a pas marché, je me suis dit c'est mieux que tu reviennes. Après, je me suis très attaché également à Cotonou, mais en vrai, je n'avais plus vraiment de lien en fait. C'est vrai que j'avais des potes qui étaient encore là-bas, mais je me suis dit non, il faut que je revienne à Abidjan pour continuer en fait ce que je devais faire. Quand j'ai mis les pieds à Abidjan, je savais que je devais être responsable de communication. En fait, je dis tout ce que j'allais faire allait converger dans ce sens-là. Les nouvelles compétences que je devais acquérir, le parcours que je devais acquérir, les entreprises dans lesquelles je devais travailler, le type d'entreprise dans lesquelles je devais travailler, les opportunités que je devais saisir et celles que je devais laisser. Je pense qu'il y a eu beaucoup de naïveté de ma part. Parce que si j'avais été suivi par un mentor, sans prétention aucune, je pense que je ne serais pas à ce stade-là. Ah oui? Oui. Parce que je pense que, tu vois, j'ai listé un peu ce que mes cadets ont fait pour arriver à un certain niveau. Moi, aujourd'hui, je le découvre ou j'ai réussi à le comprendre un peu tard. Tu vois, par exemple, à l'époque, quand j'avais de l'argent, tu vois que je partais à Assigny pour aller démarcher des restaurants, des chefs, des hôteliers. Mais j'aurais pu prendre cet argent-là pour participer à des rendez-vous B2B. Parce qu'une nuit à Assigny, c'était quoi, 150 000. Mais les 150 000 francs, je pourrais prendre pour participer à des déjeuners d'affaires B2B, rencontrer des personnes. L'anglais. Pendant que je passais tout mon temps à faire peut-être autre chose, à aller avec des filles, à la femme et tout ça, j'aurais dû prendre au sérieux l'anglais. J'aurais dû intégrer des clubs services ou des associations. Tu vois? Donc, j'aurais dit, mon parcours n'est pas aussi, je dis, excellent, mais si j'avais eu un mentor, j'aurais guidé à savoir quoi ça allait aller beaucoup plus vite. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce statut-là, ou bien c'est ce manteau-là que j'essaye de porter pour soutenir en fait tous mes cadets. Très souvent, je ne pense pas que le mentor, il sache toujours quoi faire pour y arriver. Mais au moins, il sait ce qui ne fonctionne pas toujours. Tout à fait. C'est vraiment au niveau des erreurs. Des erreurs. C'est vraiment au niveau... Moi aujourd'hui, avec mes cadets, c'est ce que je leur fais comprendre en fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vraiment, ce qu'il faut faire là, après ça dépend. Mais ce qu'il ne faut pas faire là,
les erreurs à ne pas commettre, les compétences à avoir. Tu dis que tu savais clairement quoi faire. Tu voulais travailler dans la communication, tu voulais être responsable de communication, c'est ça que tu as Oui, dit. tout à fait. Moi, j'ai compris, tu me parlais tu as identifié une fiche de poste et c'est sur cette base-là que tu as construit ta carrière. Dis-nous Tout à fait. un peu plus. Parce que la dernière fois, je te disais que j'ai appris à faire des blogs. Mais c'est parce que c'était une compétence qu'il fallait avoir. Donc, si j'avais un mentor, le mentor me dit, ben tiens, là où tu vas, tu as besoin d'apprendre à monter un blog, d'apprendre à suivre un site internet. Donc, je pense que ce sont les fiches de poste que j'ai suivies qui m'ont réellement sauvé. Je me suis dit, bon, pour être responsable de communication, quelles sont les aptitudes, quelles sont les compétences, quelles sont les entreprises dans lesquelles il faut passer. D'où, en fait, la petite anecdote que je raconte très bien souvent, où j'ai abandonné mon poste d'assistant marketing chez un concessionnaire chez qui j'avais déjà fait 1 an, abandonné ce poste-là où j'ai touché, je crois, 150 000 pour rejoindre l'une des plus prestigieuses agences de publicité Et où on me proposait juste 50 000 francs. non, tu travaillais quelque part. Oui. Tu avais un salaire d'environ 250 000. 150 000. Tu dis non, là, oui, j'arrête. Parce que j'avais déjà postulé dans cette agence-là quand je suis revenu de Cotonou. OK. Mais j'avais juste un diplôme en lettres modernes. OK, mais ils ne t'ont pas pris, bien évidemment. Bon, après, ils ne m'ont même pas appelé. Ah. Tu vois. Mais comme il y avait marqué dans les compétences et les aptitudes que c'est un atout pour le poste de responsable de communication d'avoir travaillé dans une agence de publicité, non des moindres, je me suis dit, ben, peut-être que je peux commencer là. Okay. Mais apparemment, je n'avais pas peut-être le bon background. Et là, l'opportunité se présente après 1 an en tant qu'assistant. Et puis, après 1 an en tant qu'assistant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Ouais. J'ai déjà fait le tour du poste pendant 1 an. Autant aller dans une agence de publicité où je vais encore apprendre. Tu comprends? Donc, mais comment est-ce qu'on arrive à vivre sur une base de 150 000 le mois, à avoir ses charges et à couper ça? À l'époque, je vis encore chez ma mère. OK. La dernière fois, quand j'ai partagé cette histoire sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tout le monde ne peut pas prendre ces risques. J'ai dit, oui, effectivement, tout le monde ne peut pas prendre ces risques. Parce que moi, à l'époque, je vivais encore chez ma mère et comme on le dit chez nous ici, j'étais au gratuit d'une certaine manière. Raison pour laquelle je dis, quand on doit prendre les risques, il faut les prendre très tôt. C'est ça. Très tôt. Parce que tu te rends compte que tu touches un salaire de 400 000 francs. Tu as une opportunité d'aller dans l'entreprise de tes rêves, mais de toucher moins. Et quand tu regardes tes charges, après, c'est compliqué. Tu abandonnes. Moi, à l'époque, je vivais encore chez ma mère. Mais 150 000 francs, à la limite, même à peine, monsieur, je lui donnais. Parce que quand la vieille te donne, mais c'est comme on dit, du moment où mon argent ne me suffit pas. Faut pas faire des calculs sur mon argent, c'est ta maison, il faut t'occuper de tes enfants, tu vois. Donc, je quitte ce poste et je rejoins 6e Sens, où je fais 3 mois. Et en 3 mois, pour moi, j'ai déjà fait le tour. En 3 mois, pour moi, j'ai déjà fait le tour. Parce que quand j'arrive, je connais plus ou moins ce qu'ils font, sauf au niveau de moi, mon métier qui est la conception-rédaction. Donc, j'apprends le métier de concepteur-rédacteur. J'apprends tout ce qui tourne autour de la publicité, de l'événementiel, de la communication. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai l'opportunité de rejoindre le groupe Jumia pour véritablement travailler en tant que social media manager, le poste dont j'ai toujours rêvé d'avoir, et pour travailler également dans le e-commerce, qui est l'un des domaines les plus en vogue à l'époque. Donc, moi, je démissionne. Et puis, je rejoins... Tu démissionnes encore de 6e Sens pour... Je démissionne de 6e Sens. Quand je démissionnais, je ne touchais plus les 50 000 francs. Hein, parce que j'ai eu seulement que 1 mois pour faire bonne impression et on m'a proposé un CDD. Donc, pendant 2 mois, j'ai eu mon CDD et je crois que j'étais payé beaucoup plus. Et puis le Et puis le 3e mois, j'ai l'opportunité de rejoindre le groupe Jumia. Ils avaient une joint venture qui s'appelait Kaimu, qui était un peu le challenger de Jumia. Mais pourquoi les marques font ça en fait? Ouais, c'est pour, je pense que c'est pour bien bouffer la part de marché. On a ici, il y a un gros concurrent. Ouais. On crée un challenger, on ne dit pas aux gens, et puis dire, ah oui, moi je préfère tel. Ok, d'accord, comme vous verrez, tel, allez-y là-bas, mais c'est encore notre argent. Mais je pense que c'est une très bonne stratégie. Je pense que
Je pense qu'il y a Techno, Itel et je crois Beaucoup de Infinix. marques automobiles aussi Voilà, font tout ça. à fait. Je pense que c'est pour servir un peu les segments Les segments de sans clientèle, en forcément fait. Ouais. que celui qui est par exemple dans du high trouve qu'il Tout est en train à de fait. partager la même Effectivement. chose et Voilà. chacun Je pense trouve son je compte. pense que Quoi. les groupes hôteliers également le font. Ouais. Voilà. Tu as Ibis, Ouais, Sofitel, voilà, je vois. Movenpick et tout ça. Voilà. Quand toi, tu te rends compte que tu peux bâtir cette carrière-là, tu peux avoir fait l'aide moderne et te retrouver dans la com. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre faire l'aide moderne et se retrouver dans la com digitale aujourd'hui? Et si oui, est-ce que c'est inhérent uniquement à un domaine comme l'aide moderne ou bien tu peux faire n'importe quelle filière et te retrouver n'importe Tu où? peux faire n'importe quelle filière et te retrouver n'importe où, à condition que tu fasses ce qu'il faut faire pour rejoindre ce domaine-là. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Alors, moi, je peux faire les lettres modernes et puis vouloir être médecin. Donc, ça veut dire que je vais reprendre tout à zéro. Ouais. Et je peux être médecin et puis vouloir être photographe. Donc, il y a des aptitudes à avoir. Moi, par exemple, dans mon cas, j'étais en lettres modernes. L'avantage que j'ai eu, c'est de faire l'université. Moi, je dis toujours, faire l'université, c'était un avantage parce que l'université ouvre l'esprit. Voyager également ouvre l'esprit. Lire aussi. Lire aussi. Ouais. Et moi, j'ai eu cet avantage-là de Ouais. faire les lettres modernes à Cotonou. Bon, Mais comme l'histoire de Cotonou, non, cette parce que précision que tu fais de non, Cotonou. parce qu'en fait, à Calavi, quand tu es en lettres modernes, en fait, tu peux pas tricher. je t'explique. Et quand on commence l'année, ça c'est vraiment une parenthèse rapide, on vous donne les livres à lire pour pouvoir argumenter vos devoirs et tout ça. Ok. Et tu ne peux pas en fait te cacher. Oui. Tu ne peux même pas te cacher parce que si tu te caches, pendant les devoirs, tu n'auras pas d'argument. Donc, tu es obligé de lire, de te cultiver. Parce que quand tu passes à la seconde session pour valider, très souvent, il y a des professeurs qui mettent le nom des livres là dans un bol et tu tires en fait. Ah, donc tu n'es même pas... Tu as tout lu, quoi. Ça fait... Donc, à la limite, tu peux pas te cacher. Regarde la question qui m'a fait échouer lorsque je devais obtenir ma licence. Parce que moi, pour la petite histoire, j'ai fait ma licence 2 fois. Ah. Oui, j'ai fait mon année de licence et j'ai repris pour 2 matières. Ouais. Donc, j'ai passé une année universitaire à Cotonou pour faire seulement que 2 matières. Ah. Et ce qui m'a fait échouer, c'est que le professeur, c'était une œuvre de Senghor. Il m'a demandé de lui... En fait, il a laissé l'œuvre et l'oral s'est concentré sur le préambule. Ah. Pour te dire en fait que... Toi, tu es sorti de là, toi, tu es concentré sur l'œuvre. Pour te dire en fait que tu ne peux même pas te cacher parce que les gars t'obligent en fait à lire, Ouais. à étudier le livre en fait. Tu vois, à Dans son analyser. entièreté. Effectivement. C'est de la couverture à la dernière Tout livre. à fait, c'est un peu ça. Ouais. Donc, tout le monde peut tout faire. Tout le monde peut tout faire. Bon, il y a certaines limites, c'est sûr. Bon, pas de limite, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de limite. Tu as dit qu'on peut avoir fait lettres modernes et décider de faire médecine. Oui. À condition De faire ce qu'il faut faire. de faire ce qu'il faut faire. Se mettre dans les conditions. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation où, voilà, il est dans une situation d'inconfort D'accord. et qui veut en sortir? Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu expliques cet inconfort-là, en fait? L'inconfort, c'est de dire, je suis diplômé sans emploi. D'accord. Ça, c'est une situation d'inconfort. Donc, voilà, c'est compliqué de gérer, de joindre les deux bouts. Je ne vois pas de perspective. J'ai déposé 1001 lettres de demande. J'ai fait des stages peut-être à plusieurs endroits. Je n'ai pas eu de débouché derrière. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Je vais être un peu méchant et je pense que peut-être que ce que je vais dire sera peut-être relayé. En 2024, on ne peut pas être un diplômé sans emploi. Non, c'est... Dans ma tête, c'est impossible. Mais comment? Ça existe? Non. Je vais peut-être méchant, mais je pense qu'un diplômé sans emploi, c'est un paresseux. Oui, un diplômé sans emploi, c'est un paresseux. Moi, j'avais la possibilité, je dis bien la possibilité d'être un diplômé sans emploi, puisque j'ai fait les lettres modernes. Mais c'est quoi la suite, en fait, des lettres modernes?
en Afrique de l'Ouest, ici, Mm. je ne vais même pas prendre seulement que la Côte d'Ivoire, parce que j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai fait les lettres modernes qui ont terminé professeurs dans des lycées à Cotonou, et tu sais un peu comment ça se passe. Ouais. Quel est l'itinéraire d'un étudiant qui termine en lettres modernes? Soit il passe un concours pour entrer dans l'administration publique, parce qu'il peut être tout et n'importe quoi dans l'administration publique à partir du moment où il passe un concours, parce qu'on va te former pour être peut-être, je ne sais pas, archiviste et tout ça. La deuxième option, c'est de donner des cours. Donc, donner des cours dans des lycées, dans des écoles et tout ça. La troisième opportunité, c'est de se dire, bah, OK, il faut que je prenne une formation parallèle à ce que j'ai fait pour ajouter. Parce que le diplôme qu'on obtient à l'université, ce n'est pas un diplôme professionnel. Ouais. Il faut être réaliste. Ouais. Ce n'est pas mauvais de faire l'université, mais nos diplômes ne sont pas des diplômes professionnels. Ce qui est différent de ceux qui font les grandes écoles. Eux, quand ils sortent, Ils sont outillés à plein d'égards. ouais, on part du principe qu'ils sont outillés, même Ouais. si ce n'est pas forcément Ouais. le cas, en fait, Ouais. tu vois. Mais eux, ils sortent avec un diplôme professionnel et ils peuvent rapidement s'insérer pour faire des stages, même si ce n'est pas forcément évident. Moi, tu te rends compte que quand je sors de l'université, sur le marché, j'ai les mêmes chances que quelqu'un qui a étudié pendant 5 ans le marketing. Parce que, à temps partiel, je me donne les moyens d'atteindre le niveau de quelqu'un qui a étudié la communication et le marketing depuis 5 ans. Donc, même si on part du principe que je ne m'inscris pas à piger, mais sur le terrain, j'apprends. Je te dis que j'ai appris l'infographie sur le tas. C'est une très grande force pour ne pas chômer. La preuve, je t'ai dit, j'ai décelé des opportunités parce qu'on a besoin de tout le monde, en fait. Même si j'avais appris la plomberie, je n'allais pas chômer parce que j'allais aller sur le terrain pour me vendre. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile de se vendre. Il suffit que tu traites le même sujet pendant 1 mois sur ta page, on t'appelle coach. Donc, ça t'ouvre des portes, oui, ça t'ouvre des portes de sollicitation. Ouais. Et il y a ce que j'ai dit. Quand on ne veut pas être un étudiant ou un diplômé sans emploi, il y a des choses qui sont simples à faire. J'ai dit, il faut que tu rejoignes des ONG, il faut que tu rejoignes des organisations à but non lucratif pour être bénévole. Le fait d'être un bénévole, les gens ne savent pas l'exposition que cela vous donne d'être bénévole dans une association. Parce que ça vous permet de pratiquer un métier. Puisque dans le bénévolat, on va te confier une tâche. Et ces tâches-là, tu peux les exécuter dans une entreprise ou bien dans un business ou te mettre à la disposition des gens avec qui tu vas marchander. Donc, on ne sait pas construire notre réseau. On ne sait pas là où rentrer pour toucher les bonnes personnes. On ne sait pas se vendre et on ne sait pas d'apprendre de nouvelles compétences. On se limite à la compétence de base que nous avons. Mais et si ta compétence de base-là ne te permet pas en fait de pouvoir avoir des opportunités. En lettres modernes, moi, je pourrais être juste rédacteur. Regarde, l'agence dans laquelle j'ai travaillé, on m'a posé la question une fois de savoir, mais toi, tu as fait les lettres modernes, est-ce que tu peux nous trouver des étudiants en lettres modernes pour corriger en fait la revue, puisque dans l'agence, il y avait un département édition. Okay. Tu vois? Comment toi, un étudiant en lettres modernes, tu fais pour savoir que dans des agences, ils ont un département édition? C'est parce que tu vas commencer à côtoyer des gens qui sont dans le grand monde de la communication, mais dans un monde où tu te rends compte que, OK, j'ai besoin de faire ça. Aujourd'hui, tu as des étudiants qui ont des diplômes en lettres modernes qui sont dans d'autres secteurs. Oui. Ils sont dans d'autres secteurs. Ouais. D'autres sont dans la menuiserie, je ne sais pas, mais tout ce qu'on a appris à l'université nous sert. Parce qu'à l'université, ça ouvre l'esprit, je dis toujours. Voilà. Donc, un étudiant, c'est quoi? Un diplômé sans emploi, c'est un paresseux. Non, sérieux. Non, Claire. Non, tu es d'accord? Non. On va t'attaquer. Je suis convaincu. Ouais. À mon époque, je pouvais dire que c'est vraiment pas la faute de quelqu'un. Oui. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, un diplômé sans emploi, c'est un paresseux. Je suis convaincu de cela. Maintenant qu'on a fini de dire que c'est un paresseux, oui. En vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Dans le fond, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage la vie. Donc, voilà. Mais quand on a fini de dire que c'est un paresseux, qu'est-ce qu'on lui dit maintenant de faire? OK. Déjà, la première chose, c'est de savoir identifier qu'est-ce qu'il veut devenir, en fait. Voilà. Je suis un étudiant en géographie. J'ai étudié la géographie
à l'université, j'ai ma maîtrise en géographie et tu viens me dire que je n'ai pas d'emploi. Ok, il n'y a pas de souci. En dehors de la géographie, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a un autre domaine qui te passionne? Parce que très souvent, ta passion peut se transformer en un métier. En dehors de la géographie, qu'est-ce qui te passionne? Donc, tu me diras, d'accord. Dans ce que tu as étudié, est-ce qu'il y a un élément dans ce que tu as étudié qui peut être utile à une entreprise? Parce que là, on sort en fait du secteur public. Hein. Parce que le secteur public, pour l'intégrer, c'est sur concours. Oui. Et le concours, on n'a pas forcément besoin de compétences, on a besoin de connaissances. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Parce que tu vas aller passer un test où il y aura des questions en anglais, des questions... Bon, après, tu as répondu. Arrivé là-bas, ils vont te former. Parce que si tu as passé le test pour être professeur de mathématiques, avant d'aller sur le terrain, on te forme au niveau de la pédagogie. Donc, tu vois que c'est complètement différent. Pour entrer dans la fonction publique, il faut d'abord avoir des connaissances. Une fois que tu as les connaissances, on te forme dans ce dans quoi tu dois travailler. Mais dans le secteur privé, il faut déjà avoir la compétence. Donc, comme je le disais, je reviens sur ce que je dis. C'est quoi ton objectif? C'est vrai que tu as fait les géographies, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer dans le secteur privé? Ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais même pas t'encourager même à être entrepreneur parce que là, après, c'est autre chose. C'est autre chose. L'idée, en fait, c'est de vendre tes services. Point barre. Quand on rentre dans une entreprise, on vend nos services. Et je pense que là, tu es en train de dire quelque chose de très, très important sur la notion d'offre et de demande. Le marché est régi, le marché de l'emploi, c'est un marché comme tout autre. Donc, là où il y a demande et que tu as une offre, forcément, les gens vont te prendre. Tout à fait. En tout cas, peut-être à offre égale, on va vous départager sur d'autres choses, le prix. D'où l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'on recherche là pour que toi, tu puisses apporter quelque chose de nouveau. La meilleure offre. Quoi, la plupart des postes que moi j'ai obtenus, c'est parce que j'avais quelque chose de particulier en fait. Ou bien une compétence avant-gardiste. Ou bien une compétence au-dessus. À l'époque, par exemple, quand on cherchait un chargé de communication ou un chargé de communication digitale, on voulait forcément quelqu'un qui maîtrisait le design. Tu l'as. Moi, j'ai tout fait pour avoir cette compétence. Je suis arrivé dans des endroits où on voulait quelqu'un qui analysait bien les données. Ben, moi, je l'ai su. Je suis arrivé dans un endroit où on cherchait véritablement quelqu'un qui avait la compétence de social media manager, mais quelqu'un qui avait la connaissance de tout ce qui était YouTube. Donc, monétisation, trafic, les Google AdSense et tout ça. En fait, c'est simple. C'est comme le football en Europe. Et quand les enfants viennent se former là, on leur dit, toi, ton travail, c'est de rester ici, l'autre, c'est de bouger. En fait, le truc est simple. Quand tu veux avoir un très bon salaire, quand tu veux damer le pion à des concurrents dans un entretien, il faut que tu aies une compétence au-dessus de ce qui est demandé. J'ai un pote qui résume ça très bien, Nelson, shout out. Il dit que tu dois avoir ton propre terrain de jeu. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de compétences égales. On dit par exemple que pour obtenir ce poste-là, très souvent les gens disent il faut avoir un bac plus 5. Je dis n'importe quoi. Il faut avoir peut-être 2 années d'expérience. Je dis n'importe quoi. Vous êtes 10, vous êtes 20 à avoir le même profil. Parce que c'est possible, tu vois. Comment est-ce que toi tu fais pour te différencier, pour avoir ton propre terrain de jeu? C'est avoir des compétences qui sont au-dessus. Oui. Quand tu ajoutes le design, quand tu ajoutes et tout ça, ça réduit tout simplement. Ouais. Et moi, je pense que dans mon parcours, c'est ce que moi, j'ai vite compris. Je me suis dit, les gars, là, il y a des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne vont pas les prendre. Et du coup, quand souvent je vais à un entretien, je sais, quand je vois les visages, j'échange avec les gens, je prends leur nom, je vais checker leur profil, je sais si ça va marcher ou pas. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est dans cette situation-là doit forcément chercher une passion? En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir identifier sa passion. Une fois qu'on l'a bien identifiée, il faut apprendre maintenant à la monétiser. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais est-ce que toutes les passions sont monétisables? Oui. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Non. Ce que je veux dire par là, a priori, oui, toutes les passions sont monétisables. Comme tu dis, tu aimes regarder la télé, tu aimes regarder des films, tu peux faire des résumés de films et être payé pour ça, comme tu le fais très bien aujourd'hui. On va même décortiquer tout ça. Mais est-ce que
il ne peut pas arriver des moments où ta passion ne soit pas ce qui puisse te nourrir à ce moment-là. Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Donc, parfois, des gens ont des passions et parce qu'on a dit qu'il faut travailler dans sa passion, même si la passion ne leur permet pas de s'en sortir, s'accrochent à elle. C'est un peu ce que tu vois ce que je veux dire? L'un des plus gros problèmes qu'on a, Oui. c'est comment se vendre Oui. et puis comment monétiser sa passion. Moi, je pense que c'est tout le problème. Donc, toute passion. Parce que, regarde, quand j'ai lancé mon offre dans laquelle je cherchais un assistant pour m'accompagner pour regarder les films, faire les chroniques, j'avais plus de 900 candidatures. En fait, ça veut dire qu'il y a 900 personnes. Il y a plus de 900 personnes qui ont la même passion que moi. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le fait de vouloir travailler avec le grand Yannick Boka? Oui, ça peut. Mais en fait, je parle du principe que ça veut dire qu'il y a 900 personnes Oui. au moins Oui. qui ont les mêmes aptitudes que moi. Oui. C'est-à-dire, ils ont la passion pour le cinéma. Oui. Ils ne se lassent pas de regarder des films. Oui. Ils sentent qu'ils ont la capacité également de faire comme moi, c'est-à-dire écrire des chroniques, pas seulement que des résumés, mais faire ressortir les émotions et les leçons de vie et les leçons de marketing comme je le fais. Donc, si tu vois qu'il y a 900 personnes qui ont attendu une offre d'emploi, ça veut dire que ces personnes-là ne savent pas forcément monétiser. Parce que moi, je n'ai pas attendu que Allo Ciné ou le Majestic m'embauche. Parce que ça aussi, je pouvais le faire. J'ai dit que moi, je sais faire ça. Et j'ai déposé mes dossiers. Je suis allé au cinéma, tel cinéma. Je pouvais aller leur montrer mon CV pour voir. Mais je n'ai pas attendu ça. Oui, mais est-ce que ça ne vient pas d'une question ou bien d'une façon de nous éduquer? Je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Ce que je maîtrise le mieux, c'est le Bénin. Nous, on a une phrase qui, moi, m'horripile au plus haut point. C'est « ce qui est à toi sera à toi, patiente ». Est-ce qu'on n'a pas été éduqué dans... Moi, j'estime que si tu as été éduqué comme ça, on te dit « Ah non, à vouloir ce qu'on... oui, à trop vouloir, à être trop ambitieux, on finit par avoir ce qu'on ne souhaite pas. » Je pense que ce n'est pas une ambition de mesurer, de vouloir tirer profit de ce qu'on sait faire. Oui, mais on t'a dit que ce n'était pas, par exemple, un métier. Tu vois, tu évolues dans un environnement où toi, aujourd'hui, c'est facile pour toi de dire je regarde des films, je fais des chroniques et je me fais payer pour ça. D'accord. À quel parent tu voudrais faire croire que ça, c'est un métier? Très peu. Mais en plus, oui, quand tu le commences, tu te donnes les moyens de le transformer en métier. Justement. Au début, il faut déjà que tu te mettes dans une posture de comprendre, c'est-à-dire de surpasser le conditionnement dans lequel on t'a mis. On t'a fait comprendre qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers. Tout le reste ne sont pas des métiers. C'est un peu comme si... pardon, c'est pas comme un peu si... On nous a dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, aujourd'hui, on a tué beaucoup de talents. C'est ça. Des talents qui pouvaient prendre la parole. Et d'où le fait de ne pas savoir se vendre. Parce qu'on estime que si tu te vends, c'est même faire du bruit se vendre. Du coup, avant, je pouvais tolérer parce qu'on n'avait pas Internet. Oui. Mais aujourd'hui, on a Internet. Oui, moi, je me fais l'avocat du diable. Et on a la possibilité de faire des recherches. Oui. Tu comprends? Donc, je pars du principe que si quelqu'un veut savoir quelque chose aujourd'hui, il n'a qu'à taper sur Internet. Oui, moi, je me fais l'avocat du diable. à fait. En disant que tout ça, on est d'accord dessus. Aujourd'hui. Mais le gars, il a... Ceux à qui on s'adresse là, c'est environ entre 25 et 30 ans. Hein. Les diplômés sans emploi, là, c'est autour de 25-30 ans. Hein. D'accord. D'accord? Mais il a fait, oui, on va même dire 23, 22, 23 ans, jusqu'à 30 ans. Mais il a fait autant de temps sur la terre en ayant ces croyances-là. C'est facile de faire c'est pas facile de faire le switch. Mais on doit juste le délivrer ou bien voilà, c'est une délivrance. Après également, tu sais, moi je pense que nous sommes le résultat des contenus qu'on consomme. Oui. Voilà. Nous sommes le résultat des contenus qu'on consomme. Donc plus tu fais des recherches dans ce que tu veux devenir, plus tu consommes des contenus qui sont assez orientés dans ce que tu fais, tu vas forcément trouver la solution ou bien la bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Moi, par exemple, il y a des choses que je ne savais pas. Oui.
et que j'ai réussi à apprendre et à comprendre dans ce que je fais aujourd'hui grâce au contenu sur Internet. La lecture de vidéos, le fait de côtoyer des gens et comme ce que je disais, le fait de fréquenter un certain nombre de personnes, des sorties de son quartier. Parce que je peux t'assurer qu'aujourd'hui, c'est simple pour moi de le dire, mais moi, j'étais dans mon quartier, personne n'est venu me dire, est-ce que tu sais que quand tu as 25 000 là, il ne faut pas dépenser comme ça. Va dans un brunch, dans un grand hôtel. Les dimanches, ils font les brunchs, c'est 25 000. Va te poser là-bas. Effectivement. Mais c'est ça, en fait, le truc. Ouais. Quand tu es dans un environnement dans lequel, toi-même, tu l'as dit, qui est conditionné, si tu ne sors pas de cet environnement pour aller à la rencontre de l'information, de la bonne information, ben, tu vas toujours rester là où tu es. Ça, c'est clair. D'où l'orientation que donne certains grands coachs. Je dis, quand tu as la possibilité d'aller dans un événement et tu as la possibilité de prendre le ticket VIP, prends le ticket VIP. Ouais. Tu as vu la preuve? Voilà. Sans commentaire. Ouais, sans commentaire. Je veux quand même revenir sur un point. Est-ce que moi j'ai une posture, hein? Tu me diras ce que tu en penses. Oui, on a des passions, on peut tout faire pour monétiser sa passion, mais imagine que tu ne saches pas comment faire pour monétiser ta passion et qu'on sort. Moi, j'ai une phrase que je dis, si ta passion, d'accord, ne te permet pas de t'en sortir, oublie ta passion, va chercher même. En fait, la notion de métier passion, pour moi, ce n'est que lorsque elle peut te permettre de t'en sortir. Mais si elle ne peut pas te permettre d'en sortir, est-ce que tu penses que parfois, il faut même aller sur un chemin lequel tu n'as aucune passion pour s'en servir comme une marche d'escalier? Tu sais, il y a des métiers que beaucoup de personnes font qu'ils n'aiment pas forcément. C'est juste pour gagner de l'argent, pour aller peut-être dans un autre domaine. Donc, je partage également ton avis de te dire, ben, moi, ma passion, c'était quoi? C'était de la communication. Oui. Mais ce que je faisais était très loin du social media. Ouais. J'ai travaillé dans une imprimerie, ce n'était pas forcément pour ce que je voulais. C'est un peu comme nos frères qui vont aux États-Unis, en France. Les premiers métiers qu'ils font, ce n'est pas forcément les métiers qui les passionnent. C'est une très belle analogie, ça. Il faut que tu manges. Oui. C'est ça. Ouais. Il faut que tu manges, il faut que tu mettes quelque chose dans ton ventre. Donc, c'est les premiers trucs que tu trouves que tu fais. Mais tu dois toujours garder à l'esprit que tu as un objectif. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Il y a des opportunités que j'ai refusées. Je pouvais rester dans l'imprimerie. Hein, parce que ma patronne était très bien gentille. Ma patronne avait déjà ses marchés. Moi, je faisais que suivre les marchés. Et après, elle me dit, mais moi, je suis à l'aise ici. Elle me donnait, je crois, à l'époque, 80 000 francs. Moi, j'étais en famille, il n'y a pas de problème. Je pouvais rester 2 ans là, le temps de bien apprendre. Mais après, je crois, 6 mois, je suis parti. Voilà, donc, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. C'est vrai, il y a des métiers que tu peux prendre sur le tas. Et puis, comme j'ai dit, c'est l'environnement qu'on côtoie qui nous permet d'avancer. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Raison pour laquelle tu vas voir qu'il y a des étudiants qui ont une grosse marge par rapport à leurs camarades parce que eux déjà à l'université, ils fréquentent déjà des endroits où ils peuvent rencontrer des personnes qui vont leur parler pour dire tu es en sciences éco, ok, d'accord, j'ai vu une opportunité de stage là-bas. Donc c'est ça. Sinon, si tu restes dans ton environnement avec tes camarades qui disent que non, la vie est dure, la vie est chère, oui, mais la vie est chère, mais il y a des gens qui s'en sortent. Non, il y a des gens qui démissionnent 5 fois dans l'année. Comment ils font? C'est parce qu'ils ont la bonne information. Ça devait penser à quelqu'un. Et je dis toujours que la bonne information arrive à ceux qui sont juste à côté. Tu m'avais dit une fois que, je ne sais pas si c'est exactement ça, que tu as trouvé une de tes premières opportunités en cours du soir parce que tu fréquentais... Oui, oui, en fait, là même, pour quelqu'un qui a déjà eu sa licence, je lui te conseille même de continuer en cours du jour. Ah oui? Oui, parce que continuer en cours du jour, là, c'est le même gars là que tu vas voir encore. En cours du soir, tu as la possibilité de construire ton premier réseau. Ça, s'il y a des étudiants qui me suivent, leurs parents ont la possibilité de les inscrire encore en masse. Une fois que tu as eu ta licence, il faut laisser les cours du jour là. Parce qu'il faut que tu prennes le jour là pour le mettre à profit. Pour apprendre d'autres choses. Et puis les soirs là, tu es en cours du soir. Parce qu'en cours du soir, de manière normale,
on a toujours des salariés qui sont là-bas, des gens qui travaillent dans l'administration, et tu te construis ton premier réseau. Et ces personnes-là, ils ont besoin de jeunes comme toi pour leur expliquer le cours. Et quand c'est comme ça, ils sont redevables. Parce que tu sais que quand tu travailles, tu n'as pas le temps. Il vient en retard, il vient fatigué. Mais moi, j'ai construit mon premier réseau là. Expliquer ça au tata. Non, ça, c'est comme ça. Ah, ok, merci. Et ces personnes-là sont redevables. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que certaines personnes ne vont pas forcément t'ouvrir de grandes portes. Les opportunités que tu vas avoir sur place là, c'est parce que tu vas côtoyer de nouvelles personnes. Mais tant que tu ne côtoies pas de nouvelles personnes, que tu es au quartier, ça ne peut pas marcher. Sors du quartier. Et à l'époque, on disait par exemple que, oh, tu vois, un peu, quand nous sommes au quartier, on est jeunes, on a tendance un peu à ne pas marcher. En fait, il y a des clans. Il y a les clans de ceux qui sont diplômés sans emploi qui traînent au quartier. Et puis, tu vois, il y a des diplômés qui ont commencé à faire les stages, ils viennent en veste au quartier et on a tendance un peu à les mettre de côté. Oh, c'est ceux-là. Alors qu'au contraire, c'est ceux-là. Joe, ça va et tout ça. Et ça demande beaucoup d'humilité. Ah, j'ai vu que tu viens en veste et tout ça. Donc, c'était pour savoir si tu es dans quelle entreprise. Ah, je suis dans telle banque. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je suis là et tout ça. Et puis, même si ça ne devient pas ton ami au quartier, mais c'est une connaissance du quartier. Puisque vous avez déjà échangé, vous vous saluez et tout ça, ils se souviennent de toi. Ah, il y a un truc chez nous là-bas. On nous a dit qu'on a bien des personnes. Mais comme on est au quartier, et ça, tu vois, ce sont des erreurs qu'on commet. Moi, il a fallu que je vive ça, tu vois. Aujourd'hui, on a nos jeunes qui sont au quartier, comme ils n'ont pas d'emploi, ils sont tous, entre eux, les étudiants des universités publiques, ils sont au quartier de causer, taquiner les gens. Mais le problème, c'est que ces mêmes gars que vous stigmatisez au quartier, là, mais c'est des gars qui dorment dans des opportunités. En fait, tu es stagiaire, puis on dit, on cherche un gars qui a fait lettres modernes. Oh, il y a un gars en lettres modernes, c'est toujours lui. Quand il te voit, il ne te salue pas. Tu vois. Je pense qu'il y a une bonne partie sur laquelle on va revenir. Je l'avais sauté pour qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Mais tu quittes Sixième Sens. Aujourd'hui, Yannick, qui est Yannick, et voilà, c'est pas à Talakou parce que j'ai dit la vérité. Toi, tu es le père. Mais Yannick, là, comment est-ce que de Sixième Sens à maintenant, c'est quoi la suite de l'histoire? Alors, de Sixième Sens, je démissionne. Ouais, ça a été... Ça a démissionnaire. Ça a été une démission qui a été assez difficile parce que au moment où je voulais prendre ma décision, on me proposait en fait un renouvellement de contrat. OK. Et on m'a dit, tu as la journée pour nous donner ton retour. Ben, en fait, je me rappelle, elle est devenue mon amie Anna. Quand elle m'a attendu le contrat, elle m'a dit qu'il faut réfléchir, hein, parce que ici, là, on ne renouvelle pas les contrats comme ça. Hein. En fait, ça n'a pas pris 30 minutes, quoi. Et puis, je suis allé lui redonner le contrat. Elle dit, mais pourquoi? Est-ce que tu l'as bien lu? J'ai dit, non, que je ne veux pas renouveler. Elle dit, c'est quoi? C'est le salaire. J'ai dit, non, je ne renouvelle pas. Il me fatigue. Ça a été difficile pour mon responsable parce que, tu vois, il a cru en moi. Parce qu'en fait, c'est ça la partie la plus difficile. Quelqu'un qui croit en toi, qui n'avait même pas le background. Et il t'a donné ta chance, il t'a fait passer à un autre au-dessus. Mais après, moi, je dis toujours, quand il y a les opportunités, il faut les saisir. Et je vais dans le groupe Jumia, où là-bas, mon contrat n'est pas renouvelé. Ah. Oui. Quand tu finis... J'ai chômé pendant au moins 2 semaines. On va dire presque un mois. Non, tu n'as pas chômé. Arrête de nous dire ça, que tu as chômé pendant 2 semaines. Et... c'est quoi ça? Que tu as chômé. Oui, parce que regarde. Tu étais en repos. Arrête de dire ça. Quand je vais à Caïmou, qui est dans le groupe Jumia, je fais 3 mois et mon responsable estime en fait que je n'ai pas le niveau pour lui. Alors qu'en vrai, on nous challenge, puisque c'est un groupe international, on nous challenge, et moi j'ai toujours eu de bonnes notes. Et je pense que j'ai beaucoup appris même là-bas en étant social media manager NPA, donc je gère en même temps les relations publiques. Tu sais, quand j'ai démissionné, ils ont pris 2 personnes pour me remplacer. Ou du moins, quand ils n'ont pas renouvelé mon contrat, ils ont pris 2 personnes pour me remplacer. Donc, bon, après, il y a eu peut-être des problèmes de personnes, ils n'ont pas renouvelé mon contrat, ça a étonné vraiment tout le monde. Et je pense que les semaines qui ont suivi, j'ai postulé pour Weblogy Abidjan.net, qui m'a appelé. Moi, j'ai fait mon entretien comme si j'étais toujours en poste, en fait. Pourquoi? Non, parce que quand tu dis au recruteur que tu viens de
de perdre ton emploi Ouais. que tu n'as pas... Que Ta n'a pas- valeur sur le marché n'est ta plus valeur la sur le même. marché Ouais. baisse, tu vois. Ouais, Donc, ouais. moi, dans la négociation du salaire, parce que je pense qu'à l'époque, quand je postulais, j'étais déjà de l'autre côté. Oui. J'avais senti, en fait, le tout venir. J'ai dit, bon, attends, il faut que je commence à postuler. Donc, quand je suis arrivé pour les premiers entretiens, monsieur, vous travaillez où je suis Donc, moi, ça m'a permis de négocier un bon salaire à l'époque pour un jeune de mon âge, en fait, voilà. Donc, Weblogy, je reste pendant 3 ans. Et après 3 ans, j'estime que j'ai fait un peu le tour. Comment est-ce que toi, voilà, vous les jeunes d'aujourd'hui, là, vous les jeunes, là, 3 ans dans une entreprise et tu dis que tu as fait le tour. Alors, je dis que j'ai fait le tour parce qu'au bout, il n'y a pas une promotion. Gars, il faut laisser ça. Nos parents restent là 30 ans. Non. Laisse ça. Parce qu'en fait, tu peux rester à un poste pendant 3 ans Oui. et tu attends en fait de nouveaux challenges à Ouais. un autre poste. Ouais, Tu vois, que tu n'as pas. nous, par exemple, dans notre domaine, tu commences en tant que community manager, après tu passes en tant que social media manager. En tant que social media manager, tu passes en tant que chef de projet social media. Et après, chargé de communication digitale. Après, tu montes au niveau du chef de projet digital parce que quand tu deviens chef de projet digital, ça n'a pratiquement rien à voir avec la communication. C'est un ensemble. On travaille sur un projet digital comme un site Internet. Oui. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ouais. Donc, c'est plus seulement que de la communication. Ouais. Après, tu peux passer à tout ce qui est responsable projet digitaux. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'à ce poste-là, il n'y avait plus, en fait, il n'y avait plus autre chose. Et quand tu te rends compte que tu es jeune et que tu ne peux pas progresser dans un environnement, autant partir que de rester et d'être frustré, en fait. Donc, j'ai eu l'opportunité de Canal+. Et voilà. Je suis parti à Canal+. Et à Canal+, j'ai fait 18 mois. Ouais. Et j'ai rejoint le groupe BNP Paribas. Et là-bas, ça n'avait rien à voir avec le social media. Donc, pour moi, c'était un nouveau challenge. La preuve, ce n'est pas moi qui ai postulé même pour BNP. Ce sont les chasseurs de tête qui m'ont retrouvé sur LinkedIn. Le poste me paraissait bizarre parce que c'était ma première fois d'entendre. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont dit non, nous, on recherche quelqu'un qui a ton profil. Et au niveau de la partie formation, On va s'en occuper. tu vois, on va s'en occuper. Et c'est là que j'ai rejoint le groupe BNP Paribas. Et après, BNP s'est retiré. Et finalement, je suis resté dans la filiale pays qui est aujourd'hui la BCC. Voilà. Là, tu résumes les choses de façon très succincte et consort Oui, et tout. je résume ça de manière très succincte parce que de manière parallèle à mon statut de salarié, mais j'ai beaucoup d'aventures entrepreneuriales parce que j'estime en fait que ce que je fais et ce que j'apprends en entreprise est insuffisant pour élever mon niveau. Et moi, à chaque fois que je suis dans une entreprise et que je me rends compte qu'il y a des challenges que j'ai envie de relever, que je ne peux pas relever dans l'entreprise, automatiquement, je crée le projet. D'où la naissance de mon média, le Probato Sportif. Ouais. Après la création de la Social Media Room. Justement. Après la création des cinémas. Parce que je veux toujours me challenger. Explorer de nouveaux Je ne peux horizons. pas être dans ce domaine-là, parler de création de communauté alors que moi-même, je n'ai pas de communauté. Ouais. Je ne peux pas rester dans cet environnement-là à parler de la création de contenu alors que moi-même, je ne suis pas un créateur de contenu. Je ne peux pas rester dans ce monde-là en train de parler de comment utiliser les réseaux sociaux pour faire du business et que moi-même, je n'ai pas un business. Et je ne peux pas parler de tout ce qui est accompagnement d'un entrepreneur alors que moi-même, je ne suis pas chef d'entreprise. Donc après, et moi, je n'aime pas en fait me faire raconter des choses et j'aime la preuve par la démonstration. Quand tu dis que tu ne peux pas faire si, alors que toi-même, tu n'as pas ça et qu'on sort, est-ce que c'est une forme de syndrome de l'imposteur? Non, en fait, moi, en fait, je préfère être une preuve de ce que je dis. Oui. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes affirment des choses qu'ils n'ont même pas réalisées. Moi, j'ai toujours voulu qu'on me juge sur mes réalisations. C'est-à-dire, quand je veux impacter quelqu'un, je préfère l'impacter avec des preuves. Voilà. Je n'ai jamais voulu impacter quelqu'un juste avec ma connaissance et mes compétences. C'est facile de dire, mais le faire, c'est très compliqué. C'est comme par exemple, je te dis, bon, moi, je suis capable de réveiller ta page. Eh bien, réveillons. Il y a le point de la social media room. Ouais. On sent, et je le disais en intro, tu as une générosité débordante en fait. Partager. Quand on est sur ta page, en une journée, 3-4 publications, LinkedIn partout et qu'on sort et tout. Comment tu t'es dit que c'était une voie à suivre en fait? Et pourquoi? C'était une stratégie? C'était quoi de te retrouver comme ça dans le partage? Et puis la social media room,
Pourquoi, en fait? Ça répond à deux choses, je Oui, pense. oui, La première chose, je pense que c'est parti d'abord d'une frustration. ouais, Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui ne pratiquaient pas mon métier oui, prenaient la parole et orientaient les gens sur la mauvaise voie. ouais, Et comme des professionnels ne prenaient pas la parole, ben, on prenait pour parole d'évangile ce que les autres disaient. Donc, Ouais. je me suis dit, trop, c'est trop. ouais, Ben, peu importe ce qui va arriver, moi, il faut que, entre griffes, je casse les papos, il faut que j'oriente les gens. Parce que j'ai compris très tôt, en fait, qu'un bon client, c'est quelqu'un qui est très bien éduqué, qui est très bien informé. ouais, ça, c'est vrai. Un client qui est mal informé, Ouais, ça va aller dans ouais, tous les sens. ouais, ouais. La deuxième chose, il y a des choses, je cherche la bonne expression, je vais laisser un héritage. Un héritage dont moi, je n'ai pas bénéficié, en fait. Tu vois? Et je connais la souffrance qu'on vit quand on n'a pas de bonnes orientations. Parce que j'estime, en fait, que même pour Campus France, si j'avais été bien orienté, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, et nous, on apprécie que tu n'aies pas été bien orienté. Tu vois? Donc, j'ai compris, en fait, l'intérêt d'avoir en griffe un grand frère qui a pratiqué, qui a fait des erreurs et qui oriente. Et je me suis dit, il ne faudrait pas que tu laisses tes cadets, en fait, aller dans un trou parce que ce sont de nouveaux métiers. Ouais, Et on va dire, en griffe, moi, je fais partie peut-être d'une deuxième génération qui a pratiqué le métier ou qui a connu le métier. Et à l'époque, ce n'était pas facile. Donc, ces jeunes-là, quand ils arrivent, il ne faut pas être juste, en fait, le grand frère qui est là pour dire non, fais ça, fais ça, fais ça. C'est vraiment de partager. Et moi, en toute franchise, je n'ai pas eu de mal à partager les choses. Et puis, un troisième point en bonus, c'est vrai que j'avais parlé de deux choses. Je me suis rendu compte, en fait, qu'on évolue dans un écosystème, je pense que M. Zizé le disait la dernière fois, où il faut faire de la pédagogie et il faut susciter de la confiance. Quand on ne te connaît pas, tu ne peux pas arriver avec ton projet, puisque à l'époque, j'avais mon média sportif et puis Triumph 16 Studio, qui est mon entreprise d'audiovisuel. Les gens ne peuvent pas te faire confiance s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Donc, dans cette pédagogie-là, je me suis dit, la bonne personne qui peut le faire, c'est moi. C'est toi. Et ma chance, j'ai travaillé dans des multinationales et je pense que j'avais quand même cette légitimité-là de prendre la parole parce que même si demain quelqu'un me dit, toi tu connais quoi? Il dit, mon frère, moi j'ai bossé à Canal, j'ai bossé à roulé ma bosse. Et quand tu travailles dans ce genre d'entreprise-là, tu te rends compte en fait que avec la familiarité avec certains outils, avec certains challenges, que tu atteins un certain niveau en fait. Et puis, vu que sur le terrain, j'avais moi-même roulé ma bosse, la petite parenthèse, les 1 mois ou les 30 jours quand j'ai chômé, j'ai organisé moi mon propre concept. Un jeu concours sur Internet parce que je voulais être chef de projet social média, mais je n'avais jamais réellement bossé sur un projet de A à Z. Et dès que j'ai fini ce projet, je crois les jours qui ont suivi, les résultats de l'entretien étaient sortis et j'ai commencé à travailler avec WebLogic. Voilà. C'est quoi le next step? D'abord, c'est quoi le bilan que tu fais en regardant un peu en arrière? On est encore loin de la fin, mais il est quand même bien de temps en temps de faire un bilan d'étape, de regarder l'époque de Calavi et consort et de se dire, qu'est-ce que tu te dis? Je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à impacter beaucoup de personnes. Et je pense que c'était surtout ça, en fait, ma mission. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être ma mission d'encadrer des personnes. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes satisfactions. Et le fait de savoir que des gens t'écrivent pour te dire merci. Parce que grâce à toi, on a évité le pire. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, puisque tout le monde veut gagner de l'argent. Mais le fait d'orienter des gens, d'insister, d'orienter des gens, c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui. Et je pense que cet héritage-là, j'ai commencé à le laisser puisqu'il y a déjà des cadets qui essayent de me suivre, également de faire la sensibilisation. Parce que c'est très important. Si derrière, tu n'as pas de cadets qui continuent la sensibilisation, c'est comme si tout ce que tu as dit là, c'est zéro. Il faut que tu inspires d'autres cadets à écrire des livres comme toi, à partager et surtout à laisser le message pour vraiment informer les gens et continuer cette pédagogie-là. Donc,
Aujourd'hui, je pense que c'est l'une de mes plus grandes satisfactions aujourd'hui. Sinon, bon, après, j'ai pas remporté de trophées. Je sais que Voilà. le prix de l'excellence, c'est pour bientôt. Ah, mais je sais. il faut que je me mette dans ce moule-là parce qu'aujourd'hui, le prix de l'excellence aujourd'hui, c'est devenu une compétition. Ouais. Voilà. Il y a des critères. Et puis après, je me dis, même si moi, j'ai pas pu remporter des prix, si des personnes que j'ai accompagnées ou des personnes qui m'ont suivi, si j'ai pu apporter quelque chose aux gens, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et moi, je dis toujours, on n'est pas tous faits pour remporter des prix. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. On peut être aussi des personnes qui sont dans l'ombre en train de pousser des gens. Voilà. On n'est pas... Iniesta mérite un ballon d'or. Voilà, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, le prix que je voulais remporter, je pense que je l'ai remporté avec le travail qu'on a fait avec le Covato sportif. Depuis que le média est lancé, il y a un prix qui est organisé pour récompenser. On nous a toujours récompensé pour l'impact qu'on a eu dans le sport aujourd'hui, même si l'industrie du sport n'est pas mature pour tout ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour 10 ans, c'est pour 20 ans, parce que les choses qu'on a commencé depuis 2016, aujourd'hui, beaucoup de personnes copient ce qu'on fait, mais c'est très bien. Mais je me dis, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un héritage que je suis en train de construire pour laisser, en fait. Voilà. J'allais demander, speed coaching. Speed coaching, on en est où? Le reste des épisodes. Parce que les gens demandent, les gens réclament. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Je pense que j'ai, avec toi, et ça, je profite en même temps pour te remercier pour la confiance. Ce n'était pas forcément évident. Je pense que bon, le projet, il a été bien accueilli. Je suis allé beaucoup plus vite. Et je pense que ça demande de l'énergie et de la ressource. Et aujourd'hui, comme tu le sais, on prépare la deuxième saison. Beaucoup de personnes me font des feedbacks. C'est très intéressant. Même aujourd'hui, j'ai rencontré un aîné dans le domaine qui m'a dit « Ah, mais souvent j'envoie des personnes. » C'est ça, en fait. Le truc, c'est vraiment que ça puisse impacter au-delà du positionnement qu'on recherche pour derrière avoir des clients. Tant que ça peut impacter des gens, tant que ça peut apporter quelque chose de frais et de nouveau, parce que de toutes les manières, je ne suis pas le seul spécialiste dans mon domaine dans le monde, mais si je peux apporter quelque chose pour l'avancement des entrepreneurs ou des cadets ou des personnes de mon secteur d'activité, c'est tant mieux parce qu'on a besoin de ça. Voilà. Super, super. Est-ce que tu as un dernier mot? Ben, le dernier mot, c'est vraiment pour te dire merci. Et puis, pour des étudiants, c'est ça, tu as dit? Diplômés sans emploi. Diplômés sans emploi. Il ne faut pas avoir la paresse d'apprendre. Il ne faut pas avoir la paresse de bouger. Voilà. Moi aussi, j'ai été dans ce cas-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais finir, en fait, tu vois? Il ne faut pas avoir cette paresse-là de bouger. Voilà. Quand je disais qu'un diplômé sans emploi, c'est un paresseux, cette paresse-là, ce n'est pas une injure, c'est une manière de dire que tu as la paresse de te lever pour faire des choses qu'il faut faire pour sortir de cette situation, en fait. Et le problème, c'est que souvent, ils ne savent pas. Moi, j'ai réussi en entretien une fois, une cadette de l'université de Bouaké. Je lui ai dit, ce n'est même pas de ta faute. Tout ce que j'en ai dit là, ce n'est pas de ta faute. Parce que tu ne sais pas. Et je lui ai même dit, cet entretien-là, ça ne va pas marcher. Je lui ai dit ça directement, ça va marcher parce que tu n'es pas venu avec les aptitudes. Mais j'ai mon compte LinkedIn, il faut que tu m'écrives. Je vais te partager des tips pour que tu te donnes des chances pour pouvoir avoir un emploi. Ça fait 2 mois qu'on a fait l'entretien. Elle ne m'a toujours pas écrit. Donc, tu vois, c'est ce que j'appelle la paresse, en fait, tu vois. Voilà. Moi, si j'avais eu un aîné qui me disait ça, mais il y a longtemps que j'étais dans son inbox, tu vois. Voilà. Et le dernier truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'approcher des aînés. Voilà. On a dépassé cette époque où les aînés, c'est seulement à la télévision, on les voyait là. Mais tu sais, quand on dit lui, c'est un expert, c'est compliqué. Le gars, c'est compliqué de l'avoir. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes spécialistes dans le domaine, des gens qui ont 5 ans. Et puis aujourd'hui, très rapidement, un jeune qui a eu le bac à 18 ans, en 22 ans, 23 ans, il est déjà spécialiste parce qu'il a commencé très tôt. N'ayons pas peur. La seule chose que ce gars-là peut te dire, mais cette dame-là peut te dire, c'est non. Voilà.
on a dragué, on nous a dit non, ils n'est pas mordant. C'est pas le nom de quelqu'un que je ne connais pas qui te fera mal. Ouais. Rapprochons-nous des aînés dans un domaine. Un aîné dans un domaine n'est pas forcément la personne la plus âgée du domaine. C'est aussi quelqu'un qui a intégré ce domaine très tôt, qui a compris, qui a travaillé. Donc, n'ayons pas peur de s'approcher des gens. Même si on n'a pas d'argent, il y a des rendez-vous où on peut se rendre, où on peut facilement toucher des personnes. Et c'est important d'être bénévole. Parce que quand tu es bénévole dans un projet, tu touches facilement des personnes auxquelles tu ne t'attends même pas. Parce que tu es bénévole. Donc, tu as accès normalement à des choses dont tu n'as même pas rêvé, en fait. Voilà. Ouais. Les amis, n'ayons pas peur de bouger. Que la peur d'échouer ne dépasse pas l'envie de réussir. Et voilà, on se dit rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, wake up, champ.